Bonjour Emmanuel Vargon, j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir changé de fonction. Vous êtes président de l'ACRE, évidemment, sur la Commission de régulation de l'énergie. Vous êtes un peu le gendarme, on va dire, de ce secteur, avec un rôle compliqué, parce qu'on l'a bien senti depuis ce matin. Il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est un peu le chamboule-tout électrique, et vous allez nous dire un peu comment vous voyez votre rôle aujourd'hui, puis surtout, comment vous le voyez évoluer demain. Merci beaucoup Edwige Hénon, bien sûr. En plus, on est beaucoup de présidentes maintenant, donc ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle. Peut-être repartir pour le rôle de l'ACRE de ce grand défi de la décarbonation, parce que s'il y a bien un point de consensus, c'est quand même bien celui-là, et le fait que ce défi passe par l'électrification. Et sur ce sujet, on a la chance d'être dans une période dans laquelle les planètes sont quand même relativement bien alignées, et elles sont d'autant plus alignées qu'on a une production électrique abondante. Et je voudrais partir de là, parce que le régulateur, il intervient après, évidemment. Et donc cette production, c'est grâce à EDF et au parc nucléaire, mais aussi à l'hydro, EDF, mais pas que. J'en profite pour rectifier un point que Marie-Noëlle Battistel n'a pas pu rectifier. Le RN n'a pas voté la PPL sur l'hydro. Donc voilà, c'est juste un retour à la réalité. Donc je disais le nucléaire, l'hydro, mais aussi les énergies renouvelables, et je dirais même les moyens de pointe aussi, parce qu'en fait on a besoin des moyens de pointe. Donc dans cette période où la production est abondante, l'un des grands défis, c'est d'accompagner la transformation nécessaire. Et donc le régulateur ne fait rien tout seul, mais le régulateur, nous posons des règles, qui sont en général des règles assez techniques, et nous les faisons appliquer, et ces règles, elles ont comme objectif d'accompagner cette transformation, de la rendre possible et de la rendre possible aux meilleures conditions économiques. Et je voudrais insister sur la transformation et le temps long, parce que ça a été beaucoup cité ce matin. La transformation dont on parle, c'est une transformation majeure d'usage, d'investissement, de comportement, de mode de vie. C'est vrai pour les industriels et les entreprises qui sont amenés à changer leur process de production. C'est vrai pour les ménages, qui ont vocation à se transporter, se déplacer différemment, se chauffer différemment, se rafraîchir différemment. Et donc cette transformation, elle est difficile, elle nécessite des signaux clairs, tout l'accompagnement possible et du temps long. Et c'est peut-être là que le régulateur a un avantage. Le régulateur travaille sur le temps long, que ce soit pour l'accompagnement des investissements, pour l'accompagnement des transformations de marché. Donc voilà, c'est ce rôle que nous souhaitons jouer. Alors nous le jouons sur 3 domaines en fait. Le premier, ce sont les marchés. Une fois qu'on a une production abondante, encore faut-il que cette production, elle puisse être librement échangée sur le marché de l'électricité et que les consommateurs, que ce soit les gros consommateurs ou les petits consommateurs, s'y retrouvent. Alors le marché de gros a beaucoup évolué, on le surveille de très près, c'est l'un de nos rôles consubstantiels au régulateur. Le nombre de transactions augmente très fortement. On est à 120 milliards d'euros échangés chaque année sur le marché de l'électricité. On surveille. Alors, on surveille des millions de transactions. On fait quelques enquêtes, beaucoup de rapports de surveillance, quelques enquêtes. On publie aussi beaucoup de données sur la liquidité du marché pour clarifier si ce marché fonctionne réellement, s'il est liquide et si les prix se forment correctement. Et puis, la surveillance des marchés, c'est aussi le fait que le consommateur final s'y retrouve. Et ça, c'est vraiment un point important. Alors peut-être pour rebondir sur les débats de ce matin, dire 2-3 choses. Donc la première, c'est que le prix du gaz ne fait plus le prix de l'électricité sur le marché français depuis qu'on est sorti de la crise. Pour toute l'année 25, le prix de l'électricité a été fixé en prix marginal, selon les cas, par des différents moyens décarbonés, que ce soit l'hydraulique, le nucléaire ou les ENR. Le pourcentage de temps où le gaz fait le prix de marché est extrêmement limité. Et le stress test de ça, c'est l'augmentation des prix du gaz suite à la guerre en Iran. Quand le prix du gaz a doublé, il y a 3 mois, qu'il est passé de 30 à 60 euros du mégawattheure, le prix du mégawattheure électrique, lui, sur le marché annuel, il est passé de 50 à 55. Résultat, on a en France, par rapport à l'Europe, l'un des prix de l'électricité les plus bas. Jérémy Haddad en parlait tout à l'heure. On est autour de 55 euros du mégawattheure, quand l'Allemagne est à 85, le UK doit être au-dessus de 100. Donc on a des conditions de marché qui fonctionnent et c'est grâce à cette capacité de production importante, on est même en surcapacité de production et ça a un impact pour pousser les prix à la baisse. Le deuxième point que je voudrais
signaler, parce que c'était un peu paradoxal dans les débats, et ça veut dire que l'un des rôles de la CRE, qui est d'éclairer le débat, je pense qu'il faut qu'on continue à participer au débat, c'est que même si on a un mécanisme de marché, les prix aujourd'hui sont plutôt en dessous des coûts de production. C'est vrai pour les coûts de production des ENR, si on prend les coûts complets, bien sûr, les prix de marché ne sont pas très loin des prix des coûts de production du nucléaire historique tels que la CRE les a calculés. Donc on n'est pas du tout dans un mécanisme... Qui était de combien ? On avait calculé ça autour de 60 € du mégawattheure. Donc on n'est pas du tout dans un mécanisme où les marchés sont inflationnistes par rapport aux coûts de production, c'est plutôt l'inverse. Je voudrais finir sur la partie marché, sur la confiance des consommateurs, parce que l'un des éléments très importants, c'est que les consommateurs, y compris les ménages, y comprennent quelque chose. Alors oui, si on sort une facture d'électricité, c'est absolument vrai, c'est compliqué à comprendre une facture d'électricité. Mais néanmoins, on a fait un gros travail avec tous les fournisseurs que je voudrais remercier, à la fois sur la présentation des offres et la vie des offres dans le temps à travers nos lignes directrices, sur le contrôle prudentiel, les règles prudentielles pour vérifier que les fournisseurs sont couverts, sur l'analyse des offres. Et on a décidé de mesurer une fois par an, est-ce que les Français comprennent quelque chose aux offres et est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont à peu près armés pour choisir un fournisseur d'électricité ou de gaz. Donc la première mesure qu'on a faite, c'était pour nos 25 ans l'année dernière. 43% des gens considéraient qu'ils y comprenaient à peu près quelque chose et qu'ils arrivaient à choisir. On a refait avec le même institut de sondage la même question cette année, on est à 50%. Bon, ben voilà, on a encore 50% de progrès à faire. Il y a encore du boulot. Oui. Absolument, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense quand même que progressivement, c'est plus facile d'arriver à comparer les offres. Donc ça, c'est notre premier métier. Je vais accélérer parce qu'à mon avis, je suis déjà plus dans le timing. Notre deuxième métier, sur qu'est-ce qu'on peut y faire à tout ça, c'est les réseaux. Donc je vais le dire rapidement parce que Émilie Piette est déjà intervenue et Marianne Legnaud le fera tout à l'heure. Les réseaux, en gros, c'est accompagner les investissements. 100 milliards d'euros chez RTE et à peu près la même chose chez Enedis d'ici à 2040, avec un travail sur la performance et l'évolution des tarifs qui gardent des tarifs soutenables. Les réseaux, c'est 1/3 de la facture. Et nous considérons que les investissements, dans une hypothèse d'électrification mesurée, ça fera un tarif de réseau qui augmente d'inflation plus 1% pendant la période chaque année, ce qui nous paraît encore soutenable. C'est aussi l'accompagnement de la très grande transformation du métier. Et je vais reprendre ce mot de transformation parce que je pense qu'il est très important. Le métier des gestionnaires de réseau est en transformation profonde. Ça n'a plus rien à voir de gérer un réseau électrique aujourd'hui, que ce soit en transport ou en distribution versus il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ça nécessite de nouveaux métiers, ça nécessite de nouveaux mécanismes, ça nécessite beaucoup plus d'acteurs qui participent activement à l'équilibrage du réseau. C'est le défi auquel les gestionnaires sont confrontés tous les jours et c'est le défi qu'on essaye d'accompagner dans notre rôle de régulateur. Et puis enfin, reste cette question du raccordement qui a été citée. On a tout un travail à faire sur l'évolution des règles de raccordement pour aller le plus vite possible et le mieux possible. Et ça, c'est le travail des quelques prochains mois. Sur les investissements, je voudrais dire Juste, pardon, sur ce point de raccordement, parce que c'est très important. Comment est-ce que vous allez travailler, regarder c'est peut-être un peu ça qu'on attend aussi de votre part. En fait, on est tous d'accord sur l'objectif. Oui. On a pour l'instant beaucoup de projets qui sont en file d'attente administrative, alors que les capacités techniques ne sont pas saturées, mais que si chacun de ces projets se réalise, auquel cas c'est difficile d'accepter des raccordements supplémentaires. Donc intuitivement, on se dit, il faut raccorder ceux qui sont prêts. Donc passer de la règle premier arrivé, premier servi à la règle premier prêt, premier servi. Après, ça pose plein de questions auxquelles il faut qu'on réponde vite. La première, c'est qu'est-ce qu'on appelle prêt ? Il faut quand même le définir, parce que première arrivée, ça, on voit ce que c'est, mais premier prêt, ça laisse un peu de marge à l'interprétation. Deuxièmement, jusqu'où on peut aller pour accepter de prendre des projets plus vite, et qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui arriveront quand ils seront prêts après ? Et comment est-ce qu'on fait ça en gardant les performances du réseau et en étant capable de continuer à piloter tout ça ? Donc c'est toutes ces questions qu'on se pose. Et les réponses, parce que là, vous jouez mon rôle, si j'ose dire, vous posez des questions. En fait, c'est plutôt les réponses qu'on pourrait attendre. Les réponses, c'est d'ici quelques semaines ou mois, plutôt quelques mois, c'est entre septembre et décembre, c'est un changement de règle qui sera validé par nous.
avec des choses très concrètes. Par exemple, est-ce qu'on fait un peu de surbooking, qui est une question qu'on se pose. Donc désolé, je suis encore en mode question. Ou plus précisément, jusqu'où on peut aller en surbooking, c'est-à-dire quel type de risque on peut prendre. On n'a pas non plus envie de fragiliser tout le réseau parce qu'on prend des risques. Donc il faut prendre des risques mesurés. Donc du coup, désolé, un peu de teasing, mais collectivement... Mais vous allez vous appuyer sur quoi peut-être, juste pour donner quelques indications? Sur toutes les consultations déjà lancées par RTE et pour tous les travaux qu'on mène de façon très approfondie avec Enedis, mais aussi ce qui a été dit dans les groupes de travail électrification, les demandes des industriels, voilà, et puis sur toutes les données techniques qu'on a. On a quand même maintenant une meilleure vision technique de la réalité du problème. Et puis sur des innovations, Émilie Piette parlait des zones de mutualisation qui ont été co-inventées par RTE et la CRE il y a quelques années maintenant en transport. On va faire la même chose en distribution. C'est une demande d'Enedis qu'on accepte avec intérêt. Il faut qu'on arrive à accepter d'anticiper des travaux, y compris sur le réseau de distribution, même quand on n'a pas toute la demande, parce qu'on sait que ce sont des zones dans lesquelles la demande arrivera. Après, c'est une question d'argent. Tout ça, ça finit par être une question d'argent au sens où si on fait beaucoup de travaux, dès qu'on pense que peut-être un jour il y aura un besoin, et que ce besoin ne se réalise pas, c'est un coût complémentaire. La totalité du coût du réseau est payée par les consommateurs. Et donc, comme on nous demande en parallèle de maîtriser la facture, ce qui est bien normal, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre. Il y a un prix, je vous posais la question en disant quel prix, parce que je l'avais en tête pour être franche. Et pour je n'en doutais pas, Edwige. Honnête, sur le nucléaire, parce que j'avais déjà en tête la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez... Parce que le nouveau nucléaire, les nouveaux EPR, ils vont coûter beaucoup plus cher. On ne sera pas à 60 €, on est d'accord? Je pense que vous connaissez également la réponse à cette question. C'est mieux si c'est vous qui la donnez plutôt que moi. Vous voyez, alors, pas tout à fait, parce que les 60 €, c'est un calcul creux, donc que j'assume complètement. En revanche, le coût du nouveau nucléaire, l'idée, c'est un contrat pour différence que l'État français est en train de négocier avec la Commission européenne à 100 €, en gros. Et ça, c'est vraiment une question pour la ministre, l'administration, etc. La CRE n'est pas directement partie prenante. Oui, enfin sur la fixation du prix. Juste un point aussi important, on a parlé, vous avez observé cette table ronde politique très intéressante, parce que je trouve quand même qu'on a pu dégager des lignes de force, mais est revenue la question du marché européen et notamment de la fixation du prix. Quelle est votre position là-dessus? Moi, vous ne serez pas surprise, je pense que le marché, c'est ce qu'on a de mieux. C'est-à-dire qu'au moment de la crise, qui était une crise gigantesque, où on a eu à la fois une multiplication par 10 du prix du gaz et une perte de 25% de la production nucléaire française, tout le monde a cherché une alternative au market design européen. Il y a eu 2 ans de travaux, la CRE y a contribué d'ailleurs en organisant une table ronde avec une dizaine d'économistes internationaux. La réponse, en fait, c'est qu'à court terme, la meilleure manière de faire se rencontrer l'offre et la demande, c'est clairement le marché avec les règles européennes. Là où je pense qu'on a une question qui est dans le prolongement de la question posée par Jérémy Haddad tout à l'heure, c'est comment on rassure sur le prix à moyen long terme, puisque les marchés, ils font des cotations à 1 an, 2 ans, 3 ans, la maturité est en train de s'améliorer. La réponse est probablement autour de contrats à long terme, que ce soit des PPA, que ce soit les contrats spécifiques d'EDF type CAPN, que ce soit les contrats classiques de fourniture à moyen long terme. Mais en gros, il faut qu'on arrive à lutter contre cette persistance rétinienne qui était citée tout à l'heure, à savoir maintenant qu'on a quand même les prix parmi les plus bas d'Europe, tout le monde continue à penser que la volatilité des prix est extrême et qu'on ne peut pas investir. Pour investir, il faut confiance dans l'avenir, une bonne visibilité sur les conditions économiques et un accompagnement technique et opérationnel, c'est ça qu'on doit viser. Emmanuel Vargon, dernière question sur la question du grid package. Vous avez pu voir l'opposition quand même notamment de Bruno Retailleau, mais pas que. Il y en a plusieurs candidats qui ont dit qu'ils étaient absolument opposés, farouchement contre. Est-ce que vous avez des arguments peut-être pour les convaincre, ou en tous les cas pour dire que c'est favorable? Alors, je pense qu'il faut bien séparer les interconnexions en général et le grid package. Donc les interconnexions en général, elles nous permettent d'importer et d'exporter. C'est un élément très important de notre sécurité d'approvisionnement. Ça a été dit, 80 TWh d'exportation par ailleurs. Et donc ça crée une solidarité européenne dont on a besoin. Après, dans le grid package, il y a un certain nombre de propositions de la Commission qui, moi, ne me conviennent pas non plus. Je pense pas en particulier au fait de réserver une partie des recettes d'interconnexion à certains projets fléchés qui pourraient éventuellement même ne pas être des projets à la frontière du pays concerné, donc à la frontière française.
Ça, les négociations sont encore en cours, les révisions successives du texte sont en cours. On attend une étape lors de la dernière réunion de la présidence chypriote. Mais sur ce sujet, mais qui est un sujet précis, oui, il y a des questions. Ah, d'accord, vous partagez aussi des questions. Juste en conclusion, on voit que votre rôle va évoluer, va être amené à évoluer. Et évidemment, vous avez dit que c'est un rôle structurant. Est-ce que vous avez les moyens pour justement être ce régulateur de ce marché de l'électrification qui est complètement en train d'exploser? C'est même le thème de cette journée. On a beaucoup de travail et des équipes qui sont relativement limitées. Donc, si vous me demandez si je ferais bien avec quelques moyens supplémentaires, oui, la réponse serait oui. Mais je sais qu'on est dans une période toujours tendue budgétairement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura du mal à faire avec moins. Et puis, je vais terminer par une boutade. Si on doit être supprimé, parce que ça peut arriver, il faudra bien que quelqu'un reprenne le flambeau, parce que ces missions, elles existent et elles doivent être assurées. Merci. Merci beaucoup.